Nastasia Martin. Croire aux fauves, 2022. Née en 1986, Nastasia Martin est anthropologue spécialiste des populations arctiques. Dans son premier récit, Croire aux fauves, elle livre un témoignage troublant de sa rencontre avec un ours dans les montagnes du Kamtchatka. L'attaque de l'ours ouvre des failles entre monde physique et spirituel, entre l'Occident et l'Est, mais aussi dans les fondements psychologiques de l'autrice, qui oscille entre langage symbolique et académique pour tenter de définir et expliquer son expérience. Je suis docteur en anthropologie, consacré sur le banc de l'institution. J'ai un compagnon qui vit au fil des crêtes. Un chez-moi accroché à la montagne. Un livre en préparation. Tout va apparemment bien. Le sens s'étiole. J'ai l'impression de vivre de l'intérieur ce que j'ai décrit chez les Gwich'in, en Alaska. Je ne me reconnais plus. C'est une sensation horrible, parce qu'il m'arrive précisément ce que j'ai cru observer chez ceux que j'étudiais. Mes formes usuelles s'effritent. Mon écriture s'enlise. Je n'ai plus rien d'intéressant à dire, plus rien qui vaille la peine. Mon amour achève de se dissoudre, malgré les mots, malgré la verticalité, malgré les cimes, leur exigence et leur indifférence. Je m'épuise dans d'inutiles circonvolutions mentales, je compense par des exploits physiques, mais il n'y a rien à faire. Je sombre. Combien de psychologues me prendraient pour une folle si je leur disais que je suis affectée par ce qui se passe hors de moi, que l'accélération du désastre me pétrifie, que j'ai l'impression de ne plus avoir prise sur rien. Ah, voilà donc la raison qui vous pousse à vous accrocher aux montagnes ? Oui. Et là où ça devient grave, c'est que même la montagne s'effondre. Faute de cohésion, à cause de la glace qui fond, faute à la canicule. Les prises cassent, les rochers tombent. Voilà la réalité. Et les amis s'écrasent au pied des parois. Suis-je en train de filer une mauvaise métaphore d'alpiniste ? Je ne crois pas. Je ne peux pas la circonscrire exactement, mais j'ai une certitude. Quelque chose résonne en moi. Quelque chose qui fait mal et qui désoriente. Cela aurait été si simple si mon trouble intérieur se résumait à une problématique familiale irrésolue, à mon père disparu trop tôt, aux attentes insatisfaites de ma mère. Je pourrais dès lors résoudre ma dépression. Mais non. Mon problème, c'est que mon problème n'appartient pas qu'à moi, que la mélancolie qui s'exprime dans mon corps vient du monde. Je crois que oui, il est possible de devenir le vent qui souffle à travers nous, comme disait Laurie. Et qu'il est commun de ne pas en revenir, comme lui, comme tant d'autres. J'ai rejoint les Évennes d'Isha et j'ai vécu dans la forêt avec eux pour une raison bien au-deçà de celle d'une recherche comparative. J'ai compris une chose. Le monde s'effondre simultanément de partout, malgré les apparences. Ce qu'il y a à Dvayan, c'est qu'on vit consciemment dans ces ruines. Tous les matins, je plonge le seau dans le trou d'eau de la Dvayanskaya. Je m'arrête quelques minutes. J'aime regarder l'eau qui coule sous la glace. Ce trou, 50 cm de diamètre, c'est comme une fenêtre, une lucarne. Un point de vue sur le monde d'en dessous où tout est encore en mouvement, alors qu'en surface, c'est immobile, désespérément statique. Ne pas se fier à l'immédiatement donné à voir, je pense chaque fois. Regarder plus loin ou plus profond, vers ce qui est caché. J'admets qu'il y a bien un sens au monde dans lequel nous vivons, un rythme, une orientation. D'est en ouest, de l'hiver au printemps, de l'aube à la nuit, de la source à la mer, de l'utérus à la lumière. Mais parfois, je pense à Copernic, au crime de lèse-majesté qu'il a commis à l'époque en affirmant que nous ne tournons pas dans le sens dans lequel nous croyons tourner, que le sens de rotation du monde n'est pas le sens sensible, qu'il est inverse à celui que nous percevons. L'intuition de Copernic a-t-elle quelque chose à voir avec la question du retour, avec la remontée illogique des êtres à leur source ? La rivière descend vers la mer, mais les saumons la remontent pour mourir.
La vie pousse à l'extérieur du ventre, mais les ours redescendent sous terre pour rêver. Les oies sauvages vivent au sud, mais reviennent coloniser les ciels arctiques de leur naissance. Les humains sont sortis des grottes et des bois pour construire des cités. Mais certains reviennent sur leurs pas et habitent à nouveau la forêt. Je dis qu'il y a quelque chose d'invisible qui pousse nos vies vers l'inattendu. Il est 5 heures du matin. J'entends Daria qui souffle sur les braises pour allumer le feu. Je me lève de ma couche enroulée dans une couverture. J'enjambe les corps des garçons allongés sur les pots par terre. Je m'assieds sur le petit tabouret à côté d'elle face au poêle. Nous attendons en silence. L'eau frémit enfin. Le thé brûlant réchauffe nos corps. Puis, elle lève les yeux vers moi. Elle sourit dans la pénombre, un sourire sobre et timide. Un sourire plein d'amour. Elle chuchote. Parfois, certains animaux font des cadeaux aux humains. Lorsqu'ils se sont bien comportés, lorsqu'ils ont bien écouté tout au long de leur vie, lorsqu'ils n'ont pas nourri trop de mauvaises pensées. Elle baisse les yeux, soupire doucement, relève la tête, sourit encore. Toi, tu es le cadeau que les ours nous ont fait en te laissant la vie sauve. Je suis assise dans la neige au bord de la rivière Isha. Je réfléchis aux mots de Daria. Je n'aime pas sentir ce que je sens. Je voudrais jeter mon agacement à l'eau sous la glace. Je suis perplexe, parce que j'entends 2 choses dans ce que Daria m'a dit. La première, qui m'émeut et me touche profondément, qui me rappelle aux raisons de ma présence à Tvayan. La seconde, qui m'insupporte et me révolte, qui me donne envie de fuir une 2e fois. À propos de ce qui me touche, il y a bien quelque chose d'autre ici que ce à quoi nous, en Occident, accordons du crédit. Les personnes comme Daria savent qu'elles ne sont pas seules à vivre, sentir, penser, écouter dans la forêt, et que d'autres forces sont à l'œuvre autour d'elles. Il y a ici un vouloir extérieur aux hommes, une intention en dehors de l'humanité. Nous nous trouvons dans un environnement socialisé en tout lieu parce que parcouru sans relâche, aurait dit mon ancien professeur, Philippe Descola. Il a réhabilité le mot animisme pour qualifier et décrire ce type de monde. Moi et d'autres l'avons suivi corps et âme sur ce chemin. Dans la phrase « Les ours nous font un cadeau », il y a l'idée qu'un dialogue avec les animaux est possible, quoiqu'il ne se manifeste que rarement sous une forme contrôlable. Il y a aussi l'évidence de vivre dans un monde où tous s'observent, s'écoutent, se souviennent, donnent et reprennent. Il y a encore l'attention quotidienne à d'autres vies que la nôtre. Il y a enfin la raison pour laquelle je suis devenue anthropologue. « Pourquoi tu veux vivre avec nous ?» Daria m'avait demandé quelques jours après notre première rencontre. « Pour ça, j'avais dit. Parce qu'il y a de très anciennes formes qui n'ont pas disparu. Et parce qu'avec vous, elles sont actualisées. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que le bât blesse. À propos de ce qui me révolte, donc. Lorsque Daria dit que les ours, en me rendant saine et sauve au monde des humains, leur ont fait un cadeau, l'ours et moi devenons une fois de plus l'expression d'autre chose que nous-mêmes. L'issue de notre rencontre parle aux absents, parle des absents. Je me creuse la tête en essayant de voir l'eau qui coule sous la glace. C'est difficile parce que la couche est épaisse. Je me dis, un ours et une femme, c'est trop gros comme événement. Trop gros pour ne pas être réassimilé illico dans un système de pensée ou un autre. Trop gros pour ne pas être instrumentalisé par un discours particulier, en tout cas c'est intégré. L'événement doit être transformé pour devenir acceptable. Il doit à son tour être mangé puis digéré pour faire sens. Pourquoi ? Parce que ça est trop terrible à imaginer. Parce que ça sort du cadre de l'entendement. De tous les cadres. Même de ceux des chasseurs évènes au fond d'une forêt au Kamtchatka. Puisque c'est ainsi, puisque je vais nécessairement être forcé dans le cadre des uns et des autres, comme un triangle dans un rond ou un rond dans un carré, il faut que moi, pour ne pas devenir le carré ou le rond que je ne suis pas, j'arrive à suspendre mon jugement. Car c'est pour moi qu'il a surgi, c'est pour lui que je suis apparu. C'est dur,
de laisser flotter le sens, de se dire « Je ne sais pas tout au sujet de cette rencontre. Je laisse les desiderata présumés du monde des ours de côté. Je fais de l'incertitude un cadeau. » Ce qu'il faut, c'est donc réfléchir autour des lieux, êtres et événements protégés du nombre et entourés d'un vide, à la croisée de ces nœuds d'expérience que les schémas relationnels échouent à englober, ne parviennent pas à structurer. Voilà notre situation actuelle à l'ours et à moi. Être devenu un point focal dont tout le monde parle mais que personne ne saisit. C'est précisément pour cette raison que je ne cesse de trébucher sur des interprétations réductrices, voire triviales, si aimantes soient-elles. Parce que nous sommes face à un vide sémantique, à un hors-champ, qui concerne tous les collectifs et qui leur fait peur. D'où l'empressement des uns et des autres pour coller des étiquettes, pour définir, délimiter, donner une forme à l'événement. Ne pas laisser planer l'incertitude à son sujet. C'est le normaliser pour le faire entrer coûte que coûte dans le collectif humain. Et pourtant, l'ours et moi parlons de liminarité. Et même si c'est terrifiant, personne n'y changera rien. Les branches craquent derrière moi. Quelqu'un vient. Je décide. Ils diront ce qu'ils veulent. Moi, je vais séjourner dans ce no man's land.